Et bonsoir, nous sommes le 26 septembre, il est 19h à Paris, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré, toujours pas faire du vélo dans Paris en tout cas. J'ai promis d'arrêter, rappelez-vous, après mon accident du mois de mai que je vous avais raconté, j'étais venue de toute façon plus ou moins défigurée à l'antenne pour les personnes qui nous regardent en vidéo, car je vous rappelle que c'est possible en écoutant cette émission depuis le site internet et l'application Radio France. Et donc j'avais promis d'arrêter le vélo dans Paris, mais j'ai continué parce que ça me fait toujours moins peur que le harcèlement et plus globalement l'agressivité terrible dans les transports. Mais l'agressivité des pistes cyclables, là où le sport devrait normalement calmement apaiser les esprits de nos autres petits rats tournant en rond dans la cage qu'est Paris, il semble, sitôt que l'on se juge sur deux roues, exacerber les passions. Petit story time, il y a quelques jours, je n'ai pas pu m'écarter assez pour laisser passer un homme qui arrivait face à moi à toute berzingue. Homme qui a donc jugé tout naturel en plein après-midi de me frapper. Not all men, always men. Cette semaine, j'ai détesté voir encore le monde être détruit parce qu'apparemment le droit international que nous sommes si nombreux à avoir potassé des années durant n'a plus cours ces années-ci. Je n'ajouterai rien, sinon mon amour et mon soutien à tous mes amis qui tremblent et sont en peine. Cette semaine, j'ai découvert avec bonheur bon nombre de Science et Vie Junior dans ma cage d'escalier. Et au milieu de la faune, la flore, l'infiniment petit, profond, grand, lointain, j'ai retrouvé le bonheur de m'extraire dans les faits implacables de la science pour oublier les louvoiements et bonnes excuses au pire de l'humain. Cette semaine, enfin, j'ai écouté en boucle It's All Coming Back to Me Now de Céline Dion. Non pas que ce titre puisse évoquer tout ce à quoi me ramènent comme toutes les femmes les terribles actualités françaises actuelles, mais plutôt que la venue de l'un de mes invités n'est pas étrangère à cette écoute compulsive, quand je me suis souvenue de la formidable interprétation qu'il avait pu faire de ce titre au cours d'une émission qui m'avait portée au cours d'un automne maussade, auquel je pense souvent pour me rappeler que la tristesse parfois passe. Ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai pas vraiment honte d'écouter Céline Dion à fond. Et je crois que c'est de plus en plus accepté d'écouter de la chanson française. Enfin. Plus jeune, j'essayais de le cacher. Je croyais que pour être cool, il fallait absolument avoir des goûts pointus et hyper niche. Plus tard, j'ai rougi en découvrant la culture cinématographique de gens qui m'entouraient. Je ne connaissais ni la nouvelle vague, ni le cinéma d'ailleurs. Non pas que je n'ai pas vu beaucoup de films enfants, simplement que je n'en avais tiré aucune culture particulière, ceci n'étant pas spécialement codé. Cette honte qui me faisait esquiver des sujets, mais globalement passés, mais me reste une interrogation. Pourquoi une somme de connaissances données serait-elle nécessaire au package de la personne intéressante et valable ? Qu'est-ce que la culture ? Qui est cultivé ? Pourquoi certains l'étalent-ils autant ? Où apprend-on la culture ? Qu'est-ce que le bon goût ? Et pourquoi tout le monde craint-il si fort d'être un bof ou pire, vulgaire. Pourquoi faudrait-il assumer ce que l'on aime au même titre qu'une faute ? Ce soir, vous l'aurez compris, nous allons parler de culture. Et pour cela, autour de moi, Issa Yasuke, ado, tu écris des poèmes avant de poser des premiers textes rap à la fin des années 2010, puis de sortir un premier EP, Cadavre Exquis, en 2021. Voix mélancolique, prose engagée, sonorité rap, gospel ou encore électro, entre autres, tu transcendes les genres, comme on peut le voir à travers tes performances impressionnantes sur Grunt ou Arte Concert et plusieurs prix, Buzz Booster, Joséphine, rappeuse en liberté. Ton dernier single, Guérison, est sorti il y a quelques jours, augurant l'arrivée après plusieurs EP d'un premier album, BO d'une vie, une vie racontée tout d'un trait comme sur un fil, à sortir le 5 novembre. Quels sont les morceaux ? Le 15 novembre, pardon. Mais voilà, tu vois, j'ai fait une petite faute de truc, j'ai oublié le 1. Le 15 novembre. Quels sont les morceaux que tu as le plus hâte de présenter au public ? Je dirais... j'ai envie de teaser un petit peu. Moi, je dirais Turn Up sur mes bobos. Harakiri aussi, j'en suis très très fière. Et puis après, il y a un gros feat aussi sur l'album. J'en dis pas plus pour le moment, mais... Les gens verront le 15 novembre et pourront aussi découvrir cet album en live à la Maroquinerie le 19 décembre. C'est ça. Nous avons également autour de cette table Sandra Nkake. Tu es chanteuse, auteure, compositrice, artiste complète, impliquée aussi bien dans les vidéos de tes clips que dans la mise en scène de tes spectacles, les costumes et les photos qui les accompagnent. Après 3 albums solo et une victoire de la musique, des collaborations avec de nombreux artistes, un univers partagé sans compromis entre la chanson et le jazz, mais aussi le théâtre et le cinéma, la participation à des projets engagés pour des causes qui te tiennent à cœur, sans oublier la présentation de l'émission Platine Africa, centrée sur les musiques afro-caribéennes sur TV5 Monde. Tu as présenté en 2023 un nouvel album, Scars, qui
est-ce que j'ai bien promis, Scars, Parfait. qui chante également le chemin parcouru, les rêves, les plaies que l'on pense et les cicatrices. Cette exploration de tes scars, des cicatrices donc, est-ce que c'est un projet qui t'a fait du bien ? Alors déjà, bonsoir. Je suis ravie d'être là avec vous. Est-ce que c'est un projet qui m'a fait du bien ? Je ne peux pas en parler au passé parce que je suis encore dedans. Parce que je suis encore en tournée et parce que entre le moment où les chansons sont nées dans ma tête et ont commencé à germer dans mon corps et le moment où on a avancé sur la production, où c'est sorti, où on est rentré en concert, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la rencontre avec le public et puis dans comment ces chansons ont résonné en moi et ont soulevé des choses, en ont allégé d'autres. Et je pense que le travail, il est encore en cours. Donc je pense qu'il me fait du bien et j'espère qu'il va me faire du bien pendant un long moment. Est-ce que ta perception d'une chanson donnée qu'à un moment tu as composée et choisi de chanter dans un moment précis de ta vie, ta perception donc, peut évoluer au fil de la rencontre de la chanson en question avec le public ? Forcément, parce que chaque jour qu'on a la chance d'être en conscience, on est une personne différente. Et parfois on écrit des choses soit de manière instinctive, soit de manière très, très intellectuelle, mais entre le moment où on l'écrit et le moment où on comprend ce qu'on a écrit, ce qu'on a voulu dire, des fois il se passe 1 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Lose Control que j'ai écrite il y a plusieurs années et c'est seulement maintenant que je comprends pourquoi je l'ai écrite, comment je l'ai écrite et je la chante différemment d'il y a 5 ans. Donc le temps, prendre le temps, je crois que c'est quelque chose, c'est une valeur qu'on devrait plus nous enseigner. À être patient, patiente, à ne pas avoir peur d'être lente, peureuse, hésitante, sensible. Donc oui, je pense que ça continue à travailler. À t'écouter ce soir également, Blanche Sabat. Tu es dessinatrice de bande dessinée, très active sur Instagram où tu cumules plus de 150 000 abonnés, ce qui te permet de mêler art et engagement, notamment féministe et écolo. Ton dernier projet en date, Mythes et Meufs 2, est sorti en septembre 2023 aux éditions d'Argo et tu travailles activement sur ton prochain projet, La Cité des Dames, prévu pour 2026. Alors ce projet, tu égrènes quelques pistes, tu trails un peu tes abonnés sur ce qui va être. Est-ce que tu peux nous en parler de ce projet, de ce que tu entends y incorporer ? Et bien justement, ça va super bien avec le thème de l'émission de ce soir, puisque La Cité des Dames, c'est le titre d'un essai féministe qui a été écrit au Moyen-Âge par Christine de Pisan, donc au XVe siècle. On écrivait déjà des écrits féministes, et en fait, je lui emprunte ce titre pour lui faire hommage, en gros, et pour faire, en gros, de cet ouvrage très érudit et très précurseur, une saga de bande dessinée située dans un monde héroïque fantasy, qui parlera bien évidemment de féminisme et de lutte sociale. Donc l'idée, c'est vraiment de mélanger quelque chose de très classique, volontiers élitiste, que seuls les médiévistes un peu nerds ou les grandes féministes connaissent bien, et de le rendre dans un support qui est celui de la bande dessinée et du thème de l'heroic fantasy, qui est très dominé par les hommes. La BD et l'heroic fantasy, c'est deux domaines qui sont vraiment dominés par les hommes, et de me réapproprier en fait cette culture-là et de la rendre fun, accessible, de la remplir d'actions, tout en faisant passer des messages. En fait, j'ai pour ambition de citer Christine de Pisan un peu partout, de manière subtile évidemment, pour distiller sa pensée d'une manière qui soit plus accessible à tout le monde et plus fun à lire. Et du coup, j'ai un autre compte Instagram qui s'appelle La Cité des Dames BD, où je tease en fait des personnages, des inspirations, et la sortie est prévue, on espère, pour le prochain festival d'Angoulême 2026. Enfin, le prochain du coup, en janvier 2026. Et jusque-là, j'essaye de faire monter l'attention sur ce compte Insta, tout en distillant des idées progressistes et engagées. Et tu essaies de bosser sur ce projet entre 2 manifestations et plateau télé aussi pour tes engagements. C'est ça. On te retrouvera pour parler de toutes ces thématiques qui te tiennent à cœur au forum Low Carbone les 12 et 13 octobre prochains et à l'événement En Avant Tout à la Cité Audacieuse pour parler militantisme et réseaux sociaux. Et enfin, je me tourne vers mon dernier invité, Louis Albi. Louis, tu as été révélé dans la saison 2022 de la Star Academy, première saison de renaissance de ce programme mythique dont tu as été finaliste. Donc Louis, tu es un auteur, compositeur, interprète qui a marqué les esprits par l'éventail des titres sur lesquels tu es capable de prestations bouleversantes. À quel moment est-ce que tu as su que tu voulais être un artiste ?
Je crois que je l'ai toujours su. J'ai toujours dit à mes parents, quand je serai grand, je serai chanteur. Donc, je saurais pas dire exactement. Et après avoir quitté le Sud-Ouest et les bancs de la fac, fort de cette occasion de réaliser tes rêves, tu as sorti un premier album, Pleurer de joie, et enchaîné plusieurs zéniths en première partie, et tu prépares actuellement plusieurs projets. Est-ce que tu veux nous en parler ? En fait, ça allait très vite du coup pour la musique à la sortie de la Star Academy. J'ai eu la chance de faire un album hyper rapidement. J'ai eu 2 mois pour le faire, c'est très rapide. Et du coup, là, je me suis dit, j'ai envie de prendre le temps de faire un projet qui me ressemble encore plus et dans lequel je pourrais être encore plus investie en fait. Donc ça, et en fait, j'ai aussi été approchée pour plein d'autres opportunités. Donc je me dis pourquoi pas aussi toucher au milieu un petit peu du cinéma, de la mode, essayer de toucher à tous ces univers qui m'ont toujours passionnée et énormément attirée. Donc voilà, essayer de me diversifier un petit peu. Donc là, tu vas avoir l'occasion de toucher à tout au niveau artistique. Je l'espère. Mais écoute, on te le souhaite. Ce soir, donc, on va pouvoir avoir une longue discussion à propos de la culture, ce qu'elle est, et notamment de la question donc, de la culture légitime et de comment on se saisit de tout ça. On va aussi avoir la chance d'avoir un live de chacun des artistes musicaux présents autour de cette table. Et on va commencer par toi, Issa Yasuke. Issa Yasuke. Pardon, excuse-moi. Issa Yasuke. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter ce soir ? Guérison. Donc c'est le titre de mon dernier morceau, qui est d'ailleurs sur BO d'une vie. Voilà, j'en dis pas plus. Des tartes, elles sont pas aux pommes. Les flics débarquent à l'appart et les voisins écoutaient aux portes. Il a tapé sur maman. J'ai pas la force pour faire un mano à mano. Shit. Guérison. 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 Le choc est traumatique, c'est sur nous qu'on shoot les pénaltys. On pousse le caddie jusqu'à Aldi, y'a pas assez, faudra enlever une partie. La brigade des mineurs, c'est pas pour les bombes. Au rond compte des gens, c'est pas toujours les bons, non. C'est monté d'un cep encore, du jamais vu dans le décor. Tout dire c'est interdit comme Voldemort. Guérison. 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 Merci beaucoup, c'était Issa Yasuke sur Move en live, Guérison. On va, après cet intermède musical qui était vraiment très beau, merci, démarrer notre discussion sur la culture et commencer par une question assez basique. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un de cultivé ? Moi, je dirais que c'est quelqu'un de curieux, tout simplement. Après, la culture, je trouve ça très large, en fait. Elle est hyper variée. Je trouve aussi que même, pour faire une extension aussi, quand on parle de culture, on parle aussi d'intelligence. Pour moi, les intelligences, elles sont plurielles. On peut avoir, par exemple, une intelligence de la terre. Cultiver la terre, c'est une certaine intelligence. Donc, en fait, c'est être curieux, pour moi. On ne peut pas relier la culture à l'intelligence directement pour toi. C'est pas la même...
comment dire, une culture basique. Quelqu'un qui a une bonne culture générale, c'est pas forcément quelqu'un d'intelligent. Et quelqu'un d'intelligent n'aura pas forcément une culture générale telle que définie. Mais en fait, les deux ne sont pas antithétiques, justement, je trouve. En fait, tout simplement, je trouve qu'on a tendance souvent à enfermer le mot culture dans des carcans bien définis, alors que c'est beaucoup plus large que ce qu'on imagine, je trouve. Et si tu devais te définir, du coup, le mot culture, comment est-ce que tu définirais c'est compliqué, hein. C'est l'épreuve de philo. J'aimais beaucoup la philo, ceci dit. Je sais pas, je pense qu'en tout cas, je dirais que c'est l'envie chaque jour de se coucher, en fait, en ayant appris quelque chose de nouveau. Je dirais que c'est ça. Il y a une soif dans la culture, du coup. Oui, clairement. Une soif, une faim, tout. Blanche? Ouais, moi, je te rejoins totalement sur... En fait, avoir de la culture, ça peut prendre énormément de formes différentes. Et souvent, les gens qui font montre, qui sont exhibitionnistes de leur culture, c'est pas forcément les gens les plus malins ou qui ont les choses les plus intéressantes à dire. Moi, alors, ma grand-mère, petit proverbe de ma grand-mère, qui était, soit dit en passant, prof de lettres classiques, donc un monstre de culture. Et un jour, moi, je trouvais ça très malin de dire à tout le monde que je savais plein de choses. Et elle m'a dit, tu sais, Blanche, la culture, c'est comme la confiture. Moi, on en a plus, on l'étale. Et ça m'a fermé le clapet. Vraiment, je me suis dit, oh, ok, je me tais. Ça tire, hein. Ouais, vraiment de ouf. Et c'était plus une espèce de leçon d'humilité, en fait, limite check tes privilèges, mais avant l'heure, quoi. C'est pas parce que tu sais plein de choses que t'es obligé de le jeter au visage de tout le monde, et ça fait pas de toi forcément quelqu'un de très intelligent ou de très intéressant, de faire comprendre qu'il y a certaines choses que tu sais. Et voilà, c'est ça que ça m'évoque quand je me dis qu'est-ce que la culture, et qu'il y a une bonne et il y a une mauvaise... Enfin, il y a une culture légitime, et puis il y a la culture, la contre-culture, la sous-culture, la pop-culture, tous ces mots valises là, accrochés à culture pour qu'on essaye de rendre ces cultures qui sont marginales finalement, et quand est-ce qu'elles franchissent le pas de la culture légitime, quand est-ce qu'on leur pose le cycle bonne culture. Il y a des sociologues qui disent que c'est quand tu deviens un objet d'étude à la fac, quand par exemple les études de genre font leur entrée comme discipline à l'université, ou la bande dessinée d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une absence de reconnaissance dans la culture légitime pendant vraiment des années, et maintenant on parle de champ de la bande dessinée, etc. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui me viennent en tête. Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit, justement, comme plus jeune, comme ça tu t'es mis à étaler ta culture, en fait. T'avais acquis des connaissances et est-ce que ça te donnait plus de confiance en toi? Enfin, ça te donnait une assurance, peut-être? Oui, complètement. J'ai mis des années à comprendre que c'était du privilège de classe, tout simplement, et que c'était parce que mes deux grands-mères et ma mère sont profs. Et donc, du coup, forcément, à la maison, on grandissait entouré de livres, en parlant de culture, en parlant de peinture. Ma mère est prof d'histoire de l'art, mes deux grands-mères, elles étaient profs de lettres. Donc, et c'est une certaine culture. Par exemple, je me suis rendu compte, je sais plus quand, en discutant avec Anna, qu'en termes de culture musicale, elle me surpassait, mais il y a même pas photo, alors que moi, c'est plutôt littéraire et artistique. Et quand j'étais petite, je pensais que j'étais plus maline parce que j'avais cette culture, et je me suis rendu compte après que c'était le foyer dans lequel j'avais grandi, et que c'était la culture qui était légitimée dans mon cercle familial, et que ça équivalait pas forcément à d'autres styles de culture sur lesquels j'étais très ignorante. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir reçu une culture artistique, politique, historique, telle que dispensée par les grands intellectuels, etc., enfin, telle que vue comme légitime? Je te laisse répondre. D'accord. Moi, pas forcément. Pourtant, j'ai la chance d'avoir une mère qui est professeure des écoles, une grand-mère aussi, donc il y a plein de choses qu'elles m'ont apprises et qu'elles m'ont apportées sur cette culture-là. Après, je viens d'un milieu rural où la culture n'arrive pas trop, en fait, en réalité. Moi, je sais que j'ai toujours été hyper attirée par tout ce qui était artistique, par exemple, et c'était inaccessible, en fait. Il n'y a pas de musée, il n'y a pas de musique, il n'y a pas tous ces moyens-là, ça n'existe pas trop. Tout est concentré autour d'autres choses, en fait. Donc, je pense qu'en fait, on a tous une culture, qu'on soit curieux ou pas même, parce qu'on est tous quelque chose, on a tous des habitudes, on a tous une façon de vivre, de voir les choses, et je pense que c'est ça la culture de chacun, en fait. On a tous une manière de vivre, et on a tous à apprendre les uns des autres au final. Et Louis, tu viens du sud-ouest, une partie de la France que je connais assez bien. T'as l'impression que justement la validation sociale par chez nous, elle vient pas forcément des connaissances culturelles, c'est pas quelque chose de valorisé. Ouais, j'ai découvert ça plutôt en arrivant à Paris.
Nous, je sais que ça passe plus par le sport ou par peut-être le patrimoine, mais pas forcément par la culture, en fait. Déballer sa culture, ça sert pas forcément à quelque chose là-bas. Donc, selon l'endroit où on se trouve, je sais qu'à Paris, par contre, les gens parlent volontiers de plein de sujets hyper touchy et aiment bien montrer qu'ils sont hyper intéressés et que vers chez moi, c'était pas trop ça. Sandra, t'en penses quoi, toi, de ce rapport que justement Paris capitale, a à la culture ? Je dirais que c'est un rapport global européano-centré sur le reste du monde. Quand on parle de culture, je pense que la question qui est importante, c'est qui parle, de quel endroit cette personne parle et pourquoi elle parle. C'est-à-dire pourquoi, en 2 mots, c'est quoi son intention. On est dans un geste humain de plus en plus libéral et que parmi le concept du libéral et du supercapital, il y a comment faire pour écraser quelqu'un dont on va décider qu'il est inférieur à soi. Il y a tout un tas de biais. La culture en est un. Alors même que, comme tu dis, la culture, c'est une matière dans laquelle on arrive au monde et on a plus ou moins de bagages selon certains sujets, on a plus ou moins d'appétence. Nos cellules ont la mémoire de plus ou moins de sujets. Et quand tu parles de Paris, il y a quelque chose de super élitiste et de très intellectualiste même, qui voudrait qu'il y a une certaine manière de parler. Il faudrait choisir son vocabulaire. Donc, tel français est un bon français. Tel français est un français pas terrible quand même, avec des néologismes qui sont un peu bof. Tel accent, c'est cool. Tel accent, c'est pas cool. Pourquoi, quand on veut travailler, on nous empresse de gommer tout ce qui serait un accent, c'est-à-dire un autre accent que l'accent parisien. Donc voilà, pourtant c'est un endroit où j'ai fait mes études et où j'ai aussi vécu des choses formidables. Mais la réalité, c'est ça, c'est que on est encore dans un système très, très, très centralisé, hein, puisque tout va à Paris et tout part de Paris, d'un point de vue des transports. Et donc là, je fais une petite digression, mais pour revenir à cette question de culture par rapport à la curiosité, en fait, je suis entre vous deux. Effectivement, je trouve que être curieux, c'est important. Mais la curiosité, c'est aussi un muscle que l'on peut nourrir, que l'on peut travailler. Et parfois, on est dans un environnement de vie, que ce soit familial ou à l'école, qui ne nous pousse pas à ça. Je pense notamment à l'école, mais aussi à la famille. Et que pour moi, il n'y a pas de bonne, de mauvaise culture. Il y a simplement, quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que c'est un outil qui va te permettre d'être en contact avec les autres, discuter, trouver des clés collectivement pour qu'on fasse de ce monde un lieu plus inclusif, plus serein? Ou est-ce que c'est un outil qui va te permettre de dire à un autre être humain, je suis mieux que toi t'es de la merde, toi t'es toi, ou te renvoyer avec un super bon français, mais où se situe votre africanité, par exemple? Donc ouais, je pense qu'il faut faire attention à qui parle et d'où cette personne parle et qu'est-ce qu'elle veut en fait. Et nous reprenons cette discussion passionnante sur la culture exactement là où on l'avait laissée. Et justement, j'aimerais avoir votre avis sur ces gens qu'on voit à la télé qui parfois signent des manifestes un peu problématiques, les intellectuels, les éditorialistes, ceux qu'on appelle dans le langage des journalistes, je l'ai découvert l'an dernier, les toutologues, ceux qui ont un avis sur tout et qui sont experts en tout. Comment ils font pour réussir à donner l'impression d'être toujours hyper intelligent en calant des après comment ils font? Et est-ce qu'ils font illusion? C'est des hommes beaucoup quand même. Ah bah c'est des hommes, c'est pas que des hommes, il y a plein de trucs qui s'ajoutent, tu vois. Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir comment ils font? Parce que ça voudrait dire essayer leur méthode. Non mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait ces gars en fait qu'on puisse solliciter sur tout et n'importe quoi? Enfin je veux dire on va pas commencer à les lister, ils vont nous faire chier après, mais on les a tous en tête. Ouais, très bonne question. Pourquoi l'écrasement existe en fait? Pourquoi le mépris existe? Pourquoi on décide, enfin pourquoi il y a une certaine partie de l'humanité qui décide de mettre son intelligence au service de la merde, quoi.
C'est une vraie bonne question. Je pense que il arrive un moment où collectivement on est peut-être effrayé, où on est peut-être fatigué et qu'on n'arrive pas à se mobiliser pour que la contre-culture, comme tu en parlais tout à l'heure, en tout cas une culture de résistance soit plus audible. Parce qu'en fait, les mouvements de résistance, ils sont là, et ils sont vivants et vibrants, mais on ne leur donne pas assez la parole et pas assez de lumière. Et donc, on va se concentrer sur les néfastes, mais il y a beaucoup de choses positives et de gens lumineux aussi qui existent et lumineuses. Donc, comment ils font ? J'ai envie de te dire, ils perpétuent une culture dont ils ont hérité. Et qui fait partie des codes qu'on nous enseigne et de masculinité et de vie très toxique. Donc c'est des repères que l'on connaît et que l'on reconnaît. Et donc c'est plus facile d'aller vers ce que l'on reconnaît que vers ce que l'on ne connaît pas, je pense. Après tu demandes notre avis. Moi j'ai pas envie d'être tautologue ou toutologue ou tontantoué. Donc je ne sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait que on arrive en fait à... Parce que je sais que par exemple, il y en a très souvent qui m'ont... J'ai une culture historique qui est pas optimale. Et je sais que j'en ai... Et par rapport à quoi ? L'histoire, mais en général, quoi. Mais tu te destines pas à être prof d'histoire ? Non, mais tu vois, des fois, tu les vois à la télé et je me dis... Allez, en plus, ça m'arrive de faire de la télé sur certains sujets et sur lesquels, logiquement, je suis experte, pas sur tous les sujets, mais... Et du coup, en fait, des fois, je les vois sur ces sujets-là et je me dis, la personne en face, elle a complètement raison, elle pourrait les allumer. Et en fait, là, ils te sortent un auteur, mais c'est invérifiable puisque personne n'a lu l'auteur, où ils te sortent un fait historique, personne ne connaît cette période comme ils la connaissent, et ils en font une espèce d'argument d'autorité de, voilà, je suis savant sur ça, donc j'ai raison. Et ça semble marcher, c'est-à-dire que ça coupe la chic aux gens, etc. Si je peux réagir. Bien sûr. Je trouve qu'il y a une espèce de tension hyper compliquée à résoudre là-dedans parce que d'un côté, il y a des gens qui sont experts de rien du tout et qui donnent leur avis sur tout et ça pose la question de qui est légitime à avoir un avis sur tout. Et c'est toujours, souvent, des hommes blancs d'un certain âge, d'une certaine classe sociale, etc. Et on suppose que leur avis, même s'ils sont pas du tout informés sur un sujet, ça vaut la peine de l'entendre parce que quand même, c'est bidule machin et qu'il a l'habitude d'être invité sur les plateaux, donc il doit savoir de quoi il parle. Et ça, c'est 100% de la force symbolique, en fait, parce que c'est simplement son existence et son autorité qui fait qu'on va lui donner du crédit sur un sujet qu'il n'a peut-être pas du tout investigué. Et de l'autre côté, on a des vrais expertes de la question. Je prends mon exemple, pas mon exemple, mais ce que je connais, donc le féminisme, où en fait des expertes de la question des violences sexuelles, de la question de tout ce qui peut être lié au consentement, des expertes en fait des militantes de terrain ou des personnes qui ont fait des thèses sur le sujet vont ne pas du tout être invitées et ne pas du tout être écoutées au même titre que ces personnes-là. Et il y a aussi ce côté c'est pas parce qu'on a fait une thèse qu'on sait tout. Et du coup, il faut pas que ça devienne un instrument de domination aussi que d'avoir fait des très hautes études et d'être experte. Et donc du coup, pour moi, il y a une espèce de tension hyper étrange qui a atteint pour moi des niveaux vraiment effrayants pendant le Covid parce qu'il y avait cette idée que les experts disent n'importe quoi. Donc on va chercher de l'information ailleurs. Et donc, ça nourrit aussi un complotisme hyper puissant et hyper dangereux. Et du coup, ce truc entre expert, pas expert, où est-ce qu'on va chercher l'information, où est-ce qu'on a de l'information de qualité et qui a la légitimité de nous donner une information qu'on va prendre comme valide, elle pose plein de questions auxquelles j'ai pas du tout la réponse. Je me rappelle de cette séquence où Pascal Praud appelle, ça avait fait beaucoup de bruit déjà, sur Twitter. Pascal Praud appelle Christian Clavier. Déjà, on dirait le début d'une mauvaise blague. Et il lui demande son avis sur le... Il lui demande son avis sur le Covid. Et Christian Clavier lui-même lui dit « Mais pourquoi tu m'appelles pour ça ?» Et il lui dit, je sais pas, je voulais ton avis sur la pandémie et tout. Il lui dit, mais je suis pas expert, j'ai pas à donner un avis. Donc Christian Clavier a raison dans cette séquence, c'est quand même assez fou. Et il lui dit, mais c'est comme toi, de base, t'es journaliste, tu fais du foot, machin. Tu n'es pas censé avoir un avis sur les actualités. Et là, d'un coup, t'as décidé que t'avais un avis politique, mais machin. Mais de base, il s'était dit, tiens, je vais appeler Clavier pour avoir son opinion sur un virus dont on savait pas encore trop les tenants et aboutissants. C'était fou.
Waouh, on dirait que c'est faux ce que tu racontes. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est pourtant vrai. J'ai lu aussi un truc sur un article sur Frustration Magazine où ils expliquaient en fait comment, notamment dans les classes prépa, donc qui forment entre grands guillemets les élites françaises, comment les gens vont en fait apprendre une somme de citations ou apprendre une somme de connaissances qu'il est bon de balancer, du genre, l'exemple qui était donné, c'était Jean Paul Sartre était un très mauvais écrivain de fiction, sauf pour les mots, et en fait, après, tu balances ça à toutes les sauces, et tout le monde va penser que t'as tout lu, etc., alors que matériellement, personne n'a le temps de lire tous ces livres. Et ça prenait l'exemple de ces gens qu'on interviewe et qui ont toujours derrière eux plein de livres et des bibliothèques super garnies qui ne sont pas possibles à lire. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés à être impressionné? Ça peut être le cas par exemple quand on arrive à Paris, c'est pour ça que je me tourne vers toi Louis, quand on vient d'arriver, moi ça a toujours été mon cas, par des gens qui justement ont l'air super cultivés et nous font sentir un peu bêtes. Moi tout le temps, dès que je suis face à des gens plus âgés ou selon le contexte aussi, je me sens toujours un petit peu bête. J'ai toujours aussi l'habitude de me rendre plus bête que je ne suis aussi, pour essayer de me dire c'est normal, je sais pas grand chose, et je me dévalorise énormément. Parce que pendant super longtemps, je pensais que j'avais pas la bonne culture, j'avais pas les bonnes connaissances pour avoir le droit de m'exprimer sur certaines choses. Et en fait, non, on est tous légitimes, on a tous une culture, on a tous un point de vue, et on a tous le droit de parler. Et c'est pas parce que c'est la culture qui est apprise à l'école que c'est celle qui va le plus apporter aux humains, au monde, à nos développements. Donc voilà, je sais que quand je suis arrivée, que ce soit dans la musique, je connaissais rien du tout, que ce soit la paperasse, les avocats, etc. C'est toujours des connaissances qu'on n'a pas, mais en fait on apprend. On apprend aussi, et il ne faut pas se dévaloriser avant même de les avoir acquises, en fait, ces connaissances. Il faut s'autoriser à apprendre, à se dire qu'on part tous d'un point A pour aller... Voilà, quoi. Il y a des domaines de culture plus valorisés que d'autres aussi. Peut-être qu'il y a des domaines où tu es très cultivé, mais juste qui sont moins mis en avant. Enfin. Bah aussi, c'est ça. Je pense qu'on a tous nos trucs où on est super bon et sur lesquels on peut parler pendant des heures. Il faut aussi que ça nous passionne et que ça soit dans nos tripes, en fait. Ça, c'est quoi les sujets qui te passionnent? Moi, la musique et l'humain. J'ai vraiment un truc pour ça. C'est les relations humaines sont hyper intéressantes, je trouve. Je pense que j'ai une très grande intelligence sociale, par exemple. Puis à décrypter, à décortiquer, c'est toujours évolutif. C'est un peu ce que tu disais, Sandra, par rapport aussi à la scène, où tu vois la scène et le rapport au public qui vient façonner ce que tu as créé d'une certaine façon et qui, en fait... Est-ce qu'il y a des domaines très spécifiques qui ne sont pas les domaines classiques, artistiques, politiques, historiques, qu'on qualifie comme étant la culture G légitime, dans lesquels vous êtes super calés, mais juste, vous ne trouvez pas forcément de gens avec qui en parler? Super calé ou on est en début de calage? En début, on ne peut jamais être 100% calé de toute façon. Alors, pendant que Issa réfléchit, moi, je dirais la couture. Ouais. J'ai une grande belle-sœur qui m'a offert une machine à coudre. Et j'ai une passion couture, vraiment. De passer du dessin que tu as dans ta tête à la première, au premier dessin que tu fais sur un papier, et puis la transposition sur un tissu que tu vas choisir. Des fois, je tombe en amour, d'abord avec un tissu, puis je me pose la question de mais quelle aiguille je vais devoir utiliser pour coudre cette matière, quel genre de fil, parce que tous les fils ne fonctionnent pas de la même manière avec les tissus. Donc voilà, je suis un bébé couturière, mais par contre, j'adore ça, et plus j'apprends, plus je sens que j'ai des choses à apprendre, mais plus j'aime apprendre. Et pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train j'espère de s'assouplir, en tout cas de se transformer dans l'éducation que l'on veut donner aux enfants. Il y a beaucoup de profs qui militent pour que les enfants apprennent par groupe de compétences, pour qu'il n'y ait pas de notation, pour qu'on valorise le geste plutôt que de dire « ouais, là, t'as pas réussi ». Ouais, mais cette personne a quand même essayé. Et on s'entend souvent dire, oui, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Pourquoi ? Pourquoi ? Si tu es intéressé par quelque chose, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas essayer d'autres choses, mais
nourrit et creuse cet endroit dans lequel tu vibres de partout. Et en ce qui nous concerne, créateurs et créatrices, je pense qu'on est nourri de plein de choses. On n'est pas nourri que de notre art directement, on est nourri de qui va nous faire à manger, des arbres, des minéraux, évidemment des végétaux, des rencontres humaines, de ce que l'on lit, de ce que l'on voit comme film ou série ou BD ou manga, ou des gens qu'on croise dans le parc, des gens qu'on croise dans le métro, ou sur les pistes cyclables. J'ai adoré ton intro sur les pistes cyclables. Qu'est-ce qui se passe? Il y a carrément des embouteillages sur les pistes cyclables. C'est fou, hein, bref. Donc voilà, moi je dirais la couture. Mais du coup, moi je pense à deux choses. En premier lieu, la cuisine. J'aime beaucoup faire à manger. Je mets du miel dans tout, dans mes légumes, dans ma sauce vinaigrette, vraiment dans tout. Et je suis passionnée par la cuisine. Et je pense même à un jour, vraiment, j'aimerais bien ouvrir un resto. Non, vraiment. Un petit truc mignon, il n'y a même pas de problème. Mais vraiment, franchement, je m'auto-congratule, mais c'est parce que les autres me félicitent beaucoup. Parce que je me donne beaucoup de peine et je suis hyper passionnée et j'ai une rigueur que je retrouve dans la cuisine, comme je peux être dans la musique. Donc oui, je dirais la cuisine. Après, en deuxième lieu, alors ça c'est très récent, je me suis découverte cette passion-là il y a quelques mois, en pleine panne d'écriture, la peinture. Donc depuis quelques temps, je peins. Alors après, je dis pas que j'excelle dans le domaine, mais juste ça me fait du bien, ça me fait vibrer. Et je peux penser à mes couleurs la nuit, comme je peux penser à mes chansons en fait. Wow. Donc ça, ça m'anime en ce moment et je peins énormément. Et finalement, c'est ça aussi, parce que tu parlais de se nourrir d'autres choses qui nourrissent finalement notre art. Ben, c'est exactement ça, la peinture, ça me nourrit. C'est-à-dire que clairement, dans l'album, ça s'est fait comme ça aussi beaucoup. Et ça a débloqué plein de choses au niveau de la panne d'écriture là, qui était vraiment problématique et qui, au niveau du timing, ça n'allait pas du tout. Et j'étais vraiment en panique. Et en fait, plutôt que rester bloqué, parce que souvent, franchement, en tant qu'artiste, hein, je pense qu'on se comprend. On se comprend. Quand on est bloqué, ça fait paniquer en fait quelque part. Et en fait, et plus on panique, plus on devient de plus en plus rigide et moins ça sort finalement. Et en fait, on m'avait offert un kit de peinture à Noël. Je l'avais pas encore ouvert et je l'ai ouvert à ce moment-là. Et en fait, au départ, je peignais comme ça. Et puis ça me détendait. C'était dans une période où j'en avais besoin. Donc j'écoutais du Frank Ocean, tout ça. Et puis je voyais qu'il se passait quelque chose. Et ensuite, j'ai commencé à me remettre dans l'album, mais tout doucement, sans me mettre de pression. Quelques boucles de compo, voilà. Et en fait, je rappais et je peignais en même temps. Et en fait, j'ai commencé à écrire. Et l'album, c'est un peu ça, hein, clairement, c'est peinture-écriture en vrai. Donc, je dirais maintenant la peinture. Ouais, en plus, tes pratiques artistiques, ça n'existe pas ce verbe, mais s'internourrissent. Oui. Se nourrissent l'une l'autre. Ouais. Ce soir, j'ai la chance d'être avec Issa Yasuke, Sandra Ngake, Blanche Saba, Louis Albi pour discuter de la culture. Et on va aller encore plus largement sur ce qui est vu en fait comme la culture légitime, le bon goût ou au contraire le mauvais goût. Mais tout d'abord, une question qui fait souvent débat. Quand quelqu'un vous parle, raconte un truc en public ou pas, et que la personne se trompe, mais potentiellement affirme quelque chose qui est factuellement faux. Est-ce que, c'est un peu un dilemme moral, est-ce qu'il vaut mieux ne rien dire et être gentil et un peu bienséant, etc. Ou est-ce qu'il faut dire à la personne, non, en fait, ce que tu dis, c'est faux? Moi, je pense que, en fait, tout dépend de la manière dont on le fait. Je pense qu'il faut toujours c'est important de se montrer bienveillante, en fait. Si on est dans un échange, et que par exemple, toi et moi, voilà, on est dans un échange sur un sujet, et puis tu affirmes quelque chose bête et ongle, et que je me dis, je suis pas sûre, je vais plus te dire plutôt, déjà le tu est accusateur, donc faut éviter ça, surtout dans les débats un peu houleux, tout ça, et je pense qu'il faut être moi j'ai pas la même source, en tout cas moi ce que je sais c'est ça, je pense que tout est une question de subtilité, de la manière dont tu amènes les choses en fait justement pour peut-être corriger.
Ouais, et puis ça dépend de la gravité, j'ai envie de dire, du fait qui est énoncé. Genre, si t'es quelqu'un qui va corriger les petites fautes d'orthographe, c'est un peu un move de bâtard. En vrai, on s'en fout. C'est méchant. Mais voilà, c'est méchant. En vrai, ça sert à rien. Genre, surtout quand quelqu'un te donne un argument qui est cool et qu'il y a une faute au milieu et tu dis, ouais, mais il y a une faute. Et bien, tu passes à côté du problème et je trouve que c'est classiste et on sait pas si les personnes sont peut-être dyslexiques ou quoi. Enfin, c'est pas du tout utile ou enrichissant de faire ça. Même leur langue maternelle, en plus. Oui, de ouf. En revanche, si c'est quelqu'un qui affirme un truc vraiment très faux, du genre, s'il y a une dette de l'État, c'est à cause des gens qui fraudent sur le RSA. Là, par contre, limite, c'est un truc moral de corriger parce que tu te dis, là, en fait, tu peux pas affirmer des trucs comme ça. Genre, c'est grave parce que ça répand des choses qui sont fausses et limite qui sont fausses à dessein. Enfin, ça dépend, en fait, si la personne se trompe et qu'elle est bienveillante et bien intentionnée, comme tu disais, ou si c'est quelqu'un qui dit des affirmations fausses parce qu'il est persuadé que c'est la vérité. Ah non, mais si, ça marche aussi, en fait. Non, mais les gens qui pensent que par exemple le vrai problème c'est le harcèlement de rue et qu'il y a un profil type d'agresseur, pour revenir sur l'actualité par exemple, ceux qui disent c'est toujours les mêmes qui agressent parce qu'ils sont comme ci comme ça, ils sont peut-être persuadés que c'est vrai, mais c'est totalement faux. Et donc du coup là je pense que les corriger avec toi les informations que tu as, c'est important quand même. Ah oui, mais il faut le faire. Ouais. Ah, là, tu vois, genre, ça dépend, je pense. Non, je parle plus du dîner. De la question. Faut-il le faire ou pas? Faut-il sortir Wikipédia pour dire non, là, c'est faux? Alors, non, pas Wikipédia, non. Ça dépend du contexte, effectivement. Là, effectivement, les exemples que tu viens d'énoncer, oui, il faut parler quand même. C'est important, je pense. Oui, il faut réagir. Elle est dans le point Godwin de la question. Alors, est-ce que tu peux répéter la question? La question, c'était, est-ce que quand... Tu vois, imagine, là, on va boire un verre tous après l'émission, et je raconte un truc, et en fait, c'est faux ce que je dis. C'est faux, mais du coup, si tu me le dis, ça va être un peu gênant, peut-être je vais un peu me taper la honte et tout, mais en même temps, c'est faux. Et si tu me le dis pas, je vais continuer à aller dire ça à tout le monde, et du coup, je passe pour une conne aussi. Qu'est-ce qu'il faut mieux le dire ou pas? Oui, d'accord. Non, j'essaie de comprendre si tu as un contexte de petits groupes ou de grands groupes. Mais quoi qu'il en soit, je pense que, encore une fois, il faut se poser la question de c'est quoi l'intention de notre geste quand on veut corriger quelqu'un. Est-ce qu'on veut montrer à cette personne qu'on sait mieux qu'elle, ou est-ce qu'on voudrait que cette personne ait un point de vue différent, sur un point de vue supplémentaire. Ouais. Donc il faut réussir à amener cette personne à soi, donc avoir une conversation qui ne soit pas à charge. Mais effectivement, il ne faut pas laisser quelqu'un affirmer un mensonge ou une contre-vérité, surtout quand tu sens que la personne est tout à fait ouverte et en capacité d'apprendre des nouvelles choses. Donc parfois essayer. Alors, là, on est en train de parler, je fais un petit tunnel. Là, on est en train de parler je viens seulement de comprendre le concept en fait de l'émission. Pendant qu'on écoutait la musique, j'étais là, mais tunnel, ça veut dire quoi? 1 heure plus tard, la meuf qui comprend tunnel. Là, je vous mets un bon tunnel. Du coup, je me suis perdue dans mon propre tunnel. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu vois? En régie, est-ce qu'on peut nous dire Qu'est-ce que je disais déjà? Je ne sais plus. Corriger. L'intention. Ouais, bienveillance, tout ça, mais j'ai oublié. Je suis complètement oubliée. Mais je vais poser une question à Louis, et pendant ce temps, peut-être que ça va te revenir. Parce qu'on parlait tout à l'heure, Louis, de justement l'arrivée à Paris, le fait de cacher certains trucs, on a l'impression de se sentir con au niveau culture et tout. Et est-ce que, à mon instar, ça m'est déjà arrivé, est-ce que tu as déjà renié publiquement quelque chose que t'aimais bien parce que t'as senti que ça allait te taper la honte? Pas du tout. Ça t'est jamais arrivé? Moi, j'ai ce truc un peu de me dire, je suis fière de tout ce que je suis, et même les trucs qui sont considérés du coup un peu comme bof ou comme pas acceptés en général. Si je dis, moi, ça me fait plaisir, je suis content, je vois pas, ça fait de mal à personne, donc je l'assume, quoi. Genre, s'il y a un livre que tout le monde trouve un peu cucu, que j'aime bien, je vais être super content. Quand même de dire, moi, j'ai kiffé. Pareil pour une musique, et voilà, quoi. Et c'est quoi être bof? Je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Pour moi, c'est un peu une manière de dénigrer une partie de la population, en fait, de les qualifier de bof. C'est leur dire, en gros, qu'ils sont pas, ils peuvent pas s'intégrer socialement parce qu'ils sont pas assez bien pour faire partie d'une certaine élite, pour correspondre à un peu un idéal qu'on a de la société. Donc, pour moi, bof. Dans ma vision à moi, c'est un peu une insulte pour classer les gens, en fait. Mais surtout que, on en parlait, tu viens du Sud-Ouest, il y a un truc, tu sais, avec les accents même et tout, les gens vont décider ce qui est bof. Et même, il y a
il y a quelque chose aussi, c'est une discussion que j'ai très souvent avec mes potes qui sont de Paris. Je leur dis, en fait, il y a parfois une difficulté à se rendre compte que Paris... Bon, je pense que tout le monde s'en est bien rendu compte au moment de la dissolution, malheureusement. Mais Paris n'est pas la France. Et en fait, ce qui est qualifié de bof à Paris, c'est une très très grosse partie en fait des Français qui est juste là, qui fait sa vie et qui effectivement n'est peut-être pas à tous les premiers rangs de Fashion Week ou dans tous les vernissages un peu branchés, mais qui juste mène sa vie et puis tranquille, quoi. Je sais que c'est tout bête, mais on parlait de l'accent tout à l'heure. Et moi, tout petit, on m'a toujours dit, si tu veux un métier à responsabilité, il faut perdre ton accent du Sud. Et du coup, pendant des années, pendant tout le collège, j'ai appris à gommer mon accent. Wow. J'ai appris à le gommer, même sans le vouloir réellement. Le lycée, pareil. Et en fait, c'est à partir du moment où du coup, j'ai fait de la télé qu'on m'a dit, on l'entend quand même un peu. Et en studio, avec certaines personnes qui disent, le O, c'est O, c'est pas O. Et en fait, je me suis dit, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de le gommer ? Où j'ai juste envie d'en faire ma particularité et le truc qui fait que j'existe. Et oui, ça fait partie de moi, je vais pas réussir à le gommer parce qu'en fait, c'est moi. Et donc, c'est pour ça, la culture, en fait, c'est ce qui nous a fait, c'est ce qu'on est. Et je pense qu'il faut pas gommer parce que c'est considéré comme une sous-culture pour les autres. Moi, je suis comme je suis, vous m'acceptez tel quel ou pas. Et si vous m'acceptez pas comme je suis, c'est que peut-être vous n'avez pas une bonne culture aussi d'ouverture, etc. sur les autres. Mais Louis, on va t'écouter accent gommé ou pas, et O fermé ou ouvert. Louis Albi qui va nous chanter ce soir Naïf en live. Louis, on t'écoute. Naïf je suis quand je perds le nord, je perds le fil pour pas te donner tort. Je pensais répandre l'amour, te donner mon cœur, mais t'es comme tous les autres, tu fais pas face aux peurs. Moi dans mon monde mièvre, les gens s'aimaient pour de vrai. Y'avait pas de vipère qui voulait me piquer. Moi je passe les draps, moi je pose les armes pour mieux riposter. Et avec moi tout est vrai, un peu trop sincère, mais je persévère. Le monde est parfait, c'est pas ton premier essai. Mais moi je vois clair dans ton caractère, je me vengerai jamais. Mais tu vois, je suis pas con comme tu crois. Mais arrête, joue pas trop avec moi, tout est vrai. Un peu trop sincère, mais je persévère. Le monde est parfait. Naïf je suis quand je te pardonne, quand je me retourne et que tu m'abandonnes. Toujours à donner une seconde chance. Tout n'est pas rose, mais j'ai pas d'ordonnance. Ma tête blonde repère les regards qui me sidèrent, de ceux qui m'ont préjugé et qui veulent en abuser. Méfie-toi des apparences, peut-être que cette tête pense à comment tout casser. Et avec moi tout est vrai, un peu trop sincère, mais je persévère. Le monde est parfait, c'est pas ton premier essai. Mais moi je vois clair dans ton caractère, je me vengerai jamais. Mais tu vois, je suis pas con comme tu crois. Mais arrête, joue pas trop avec moi, tout est vrai. Un peu trop sincère, mais je persévère. Le monde est parfait. Innocent du bout des doigts, optimiste encore une fois. Ça t'effraie, je pense, tu crois que tu mènes la danse. Ça t'effraie, je pense, tu crois que tu mènes la danse. Et avec moi tout est vrai, un peu trop sincère, mais je persévère. Le monde est parfait, c'est pas ton premier essai. Mais moi je vois clair dans ton caractère, je me vengerai jamais. Mais tu vois, je suis pas con comme tu crois. Mais arrête, joue pas trop avec moi, tout est vrai. Un peu trop sincère, mais je persévère. Le monde est parfait. Merci. Merci beaucoup, c'était Louis Albi sur Move. Naïf. Tunnel, le bruit et l'humeur. Avec Anna Toumazov. Et on parlait juste avant donc la fin de cette première heure, de ce que c'était qu'être beauf. Et je trouve que quand on vient justement se sortir des standards
de la bonne culture, du bon goût, etc., on arrive sur quelque chose de nouveau qui, vous allez voir, va rejoindre un peu la question de l'élitisme. C'est la question de la vulgarité. Qu'est-ce que c'est qu'une personne vulgaire ? C'est une question piège, évidemment. En tout cas, tel on perçoit la vulgarité ou une personne vulgaire, c'est une personne qui dit des gros mots. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même un certain accent qui, en fonction d'eux, qui peut être perçu comme vulgaire. Après, je ne saurais pas en dire plus sur la vulgarité en vrai. Je pense que c'est un outil classiste pour mépriser les gens. Et je pense qu'effectivement, on fait souvent la distinction entre vulgaire et grossier. Pour moi, quelqu'un de vulgaire, c'est quelqu'un justement qui est irrespectueux, irrespectueuse et méprisant et méprisante. Pour moi, c'est ça la vraie vulgarité. Avoir un short trop court, avoir des couleurs flashy, avoir des cuisses et un ventre et un corps qui parle et qui déborde de partout, pour moi ça c'est pas vulgaire, c'est simplement être soi. Par contre, les gens qui ont un avis sur tout, qui ont un avis sur comment vous devriez vous habiller, parler, manger, où vous devriez vivre, ça pour moi c'est de la vulgarité. Et pourquoi, de façon commune, on n'utilise pas l'adjectif vulgaire pour discréditer un homme qui aurait justement un comportement grossier, comme ce que tu décris, alors qu'une femme vulgaire, on va très vite le dire pour la descendre? Tu me demandes pourquoi le patriarcat et C'est des questions rhétoriques. Parce qu'on essaye d'œuvrer à plusieurs pour le dézinguer, mais que ça va prendre du temps, c'est compliqué. J'ai pas encore la réponse. Blanche, est-ce que tu as des pistes ? Il y a un outil quand même qui est pas mal, c'est le retournement du stigmate, et c'est de prendre des termes justement connotés péjorativement, comme vulgaire, comme beauf ou comme cagole. Je pense à cagole parce que j'ai une amie qui a fondé un collectif de teufs qui s'appelle Cagole Nomade et qui organise des soirées safe space notamment. Enfin, ça a commencé à Marseille, mais elles essayent un peu d'essaimer dans toute la France, donc féministe et queer, et c'est de reprendre en fait ce stéréotype de la cagole qui est très négativement connoté, en tout cas pour ceux qui sont supposés être les garants d'une bonne culture, etc., et d'être distingués. Voilà, la cagole, c'est l'inverse de la parisienne distinguée, et d'en faire quelque chose d'extrêmement libérateur, d'émancipateur, d'empouvoirant, etc., et que tout le monde peut être un peu une cagole en gros, et que surtout cagole c'est pas quelque chose de négatif, et nomade aussi parce que les femmes, on a très envie de les restreindre dans leur capacité de déplacement, alors que du coup être une cagole nomade c'est exploser tous les carcans. Et du coup je trouve que reprendre ces termes et s'en faire un outil, ça peut être une solution pour sortir un peu de cette hiérarchie des cultures. Et c'est aussi un peu tricky parce que je pense à ce que tu disais sur les accents. La culture dominante, c'est un peu comme le capitalisme, elle aime bien nous prendre aussi nos armes pour en faire des produits. Et les accents, je sais pas si vous avez vu une espèce de mode de gens qui n'ont pas d'accent, mais qui en prennent un, parce que c'est genre stylé, genre de dire sympathique au lieu de dire sympathique, alors que c'est des gens qui n'ont pas d'accent. Moi, ça me met super mal à l'aise, parce que je sais très bien que les gens qui écrivent là avec l'accent dans leur story n'en ont pas, et que c'est juste devenu trendy, alors que tu pouvais te faire trasher parce que tu prononçais les T, les che à un autre moment. Et donc du coup, il y a aussi ce côté de... En fait, les dominants, ils ont le droit de tout faire. Même les choses qui sont considérées vulgaires, ils ont le droit de se les réapproprier. Et donc, il faudrait que nous, on aille aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que les choses qui sont utilisées pour nous nuire, on s'en fasse un peu un étendard. Et d'ailleurs, le terme queer, c'est ça aussi son histoire. C'est que de base, queer, c'était une insulte, ça voulait dire bizarre, déviant, alors que maintenant, c'est devenu un peu l'étendard de toute une communauté qui s'est réapproprié le terme, quoi. Et en vrai, je pourrais en citer 15 des exemples comme ça. Et je pense que, je sais pas, moi, ça me semble être une bonne troisième voie. C'est intéressant. En plus, quand tu dis ça, ça me fait penser, à un moment donné, il y avait une citation sur tote bag, tu vois, dans ma région, là, dans le Nord, à un moment donné, il y a un collectif comme ça qui portait des tote bags avec inscrit dessus ils copient nos codes, mais pour rien au monde, ils prendraient nos places. Et franchement, tout est dit là-dedans. Tout est dit. Est-ce que je dois encore... Il y avait le moment même où on voyait tous
tous les petits des lycées UP qui s'habillaient tous en jogging parce que ils avaient l'impression soudainement, parce qu'ils avaient vu telle série, tel film, que c'était cool. Et effectivement, cette nouvelle façon de prononcer qu'on appelle l'africation. Non mais oui. Non mais ça n'a pas de rapport. Il y avait je sais pas quel éditorialiste qui avait dit. C'est qui a dit ça déjà? Parce que je me rappelle de ce terme. Je crois que c'était pas Zemmour. Je sais plus qui avait dit oui. J'avais vu ça, j'étais mort de rire. On est fatigué. Renseigne-toi, ma belle. Mais en vrai, il a commencé à avoir cette espèce de trend autour de Marseille très très forte, enfin particulièrement forte depuis 2020, depuis le confinement, que les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient partir en vacances en France. Et depuis, moi à Bruxelles, des fois, je voyais des gens sur des terrains de pétanque qui étaient complètement belges ou complètement parisiens, etc. Et en fait, ils s'étaient mis à jouer à la pétanque parce que c'était devenu un peu cool. Et ils y jouaient, mais vraiment, j'ai vu ces scènes-là de mes yeux, ils y jouaient en buvant du Ricard, genre la journée, hein, et en s'appelant fraté, machin et tout. Non, les gars, quoi. Et quand tu dis d'ailleurs que tu viens du sud-ouest, les gens, ils sont directement, enfin, moi, ça m'arrive souvent, ils essaient de m'imiter un accent, mais genre un peu marseillais oui, mal fait. C'est vrai. C'est rien à voir. Mais moi je suis débordée. On va faire l'accent alsacien aux gens de Lille, enfin tu vois, genre c'est. Oui, non mais ça n'a aucun sens. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai qu'il suffit que ce soit effectivement trendy pour que ça, tu vois, moi ça me fait penser, forcément, bon, moi je suis rappeuse, donc moi ça me fait penser à une époque où Arsenic, il portait du Lacoste. Lacoste, c'était pas très chaud. Mais après, voilà, le rap s'est imposé dans le monde en fait, et donc ils n'ont pas eu d'autre choix et la collaboration finalement elle est très récente, je crois qu'elle est de cette année ou de l'année dernière. En 2020 ils avaient voulu collaborer avec Moa Lasquale et Romeo Elvis, mais du coup les deux combos, waouh. Ouais. Après ils ont fait Suzanne pour ce mais la question non, mais la question des accents, c'est vraiment quelque chose. Et il y a aussi autre chose. Il y a les codes qui avant étaient vus comme super superficiels. Je pense aux longs ongles, à certains maquillages, etc. Et qui du jour au lendemain sont devenus hyper trendy et hyper acceptés, y compris dans la mode, etc., qui rejetaient ces codes-là. Et enfin, il y a vraiment un truc. Et pareil, on le voit sur la mode des années 2000. La mode des années 2000, c'est censé être vraiment la mode de la bimbo qui, de base, est mis au banc de la société, etc. Le tatouage tribal et tout machin. Maintenant, ça devient pareil, hyper cool chez des branchés hyper pointus dans les capitales européennes. En vrai, c'est un truc de fou, voilà. Je sais pas si vous avez d'autres exemples de codes comme ça qui ont été vus comme super vulgaires à un moment et qui maintenant sont la quintessence du chic, quoi. Moi, en fait, j'allais faire une redite, je vais dire le rap. Oui. Même le rap était, parce qu'on parlait de vulgarité tout à l'heure, on pensait que, d'ailleurs, ça continue quand même à être dit, finalement, que le rap c'est quelque chose de vulgaire et ça s'arrête là. Pour autant, il est là, il s'impose partout et donc dans la manière de parler, moi je vois bien, parce que tout à l'heure tu me parlais d'accent imité, oui, je le vois aussi. Et puis c'est marrant parce que quand on me parle des fois, la façon de parler change en fonction de si je dis que je suis rappeuse d'ailleurs notamment, pas que d'ailleurs, juste on me voit et tu vois, bizarrement il y a des accolades qui se font, mais tu vois, alors que t'as pas forcément salué la personne à côté de moi de cette même façon. Alors ça va te faire moi t'arrives et tout. Après, moi ça me dérange pas qu'on me check, c'est pas le problème, mais c'est bizarre pourquoi tu perçois pas. Fais la même chose avec tout le monde dans ce cas-là. Donc ça c'est, moi ça me fait rire. Après, on est fatigué donc on rigole, tu vois, parce que sinon on pleure, tu vois. Donc moi ça me fait plus rire qu'autre chose en vrai. Je trouve ça déplorable. Mais là, vous pensez qu'en France, actuellement, une personne peut être jugée et on peut présumer de son... Enfin, les gens peuvent présumer encore de son niveau de culture, etc., juste en écoutant un accent. Et que justement, il y a des accents qui peuvent donner... Alors, je ne sais pas si je vais me permettre de répondre, mais je crois que il y a une certaine partie de l'humanité qui, dès lors qu'elle identifie un accent comme étant pas le sien, n'écoute pas le fond de la pensée de l'autre, mais l'écoute avec le prisme de ce jugement sur est-ce que c'est vulgaire, pas vulgaire. Donc ça fausse complètement le rapport humain. Donc je pense que oui, bien sûr, ça existe. Mais ça n'existe pas qu'avec l'accent, ça existe avec la manière dont on est coiffé, comment on se présente au monde, comment on est perçu, et qu'on est dans un monde de plus en plus, où l'image est de plus en plus prégnante et que les gens ils ont tout de suite une idée de qui vous êtes juste en vous regardant,
en croyant vous regarder, alors qu'en fait ils n'en savent rien. Et voilà, je me suis entendu dire que quand même que je maîtrisais bien la langue française. C'est-à-dire. C'était dans quel contexte? Oh, c'est un peu trop loin à expliquer. Mais voilà, c'est juste que la dame, très, très gentille au demeurant, s'attendait à ce que je pense que je parle un français pas maîtrisé, vu que je suis pas blanche. Donc pour elle, c'était waouh, vous parlez bien français, quoi. Oui, j'étais à l'école française. Ouais, normal, quoi. Comme tous les Français et toutes les Françaises. Et en fait, tout d'un coup, tu percutes que tu ne parles pas du même endroit avec la personne qui est en face de toi. Je te rejoins de ouf. On me l'a tellement dit, ouais, ça. Beaucoup. Flemme. Beaucoup. Ouais, je la flemme. Dans la bande dessinée, il y a un peu un truc comme ça où quand tu dessines et que aussi tu écris le scénario et que le scénario est stylé parce que tu es une personne stylée, on va te dire « Oh, qui a écrit le scénario pour toi ? Tu as écrit !» Voilà, genre, oui, je peux écrire un scénario aussi. Et à contrario, quand on fait de la BD féministe, les gens s'étonnent qu'on sache bien dessiner. Wow. C'est en mode... Ah, c'est pas un truc genre voilà super vénère avec que des grosses, soit super vénère, soit vraiment de la thèse, quoi, de la BD thèse. Et non, c'est dessiné aussi. Et il y a vraiment cette espèce de préjugé que les féministes sont des emmerdeuses, donc leur BD est forcément un peu aride, ou alors que une dessinatrice ou une illustratrice. D'ailleurs, les gens ont vraiment du mal avec le terme autrice. Ils disent tout le temps illustratrice, alors que c'est pas le même métier. Mais bref, j'ai énormément de respect pour les illustratrices, et c'est justement pour ça que je trouve que genre on va dire illustratrice plus volontiers, on va beaucoup plus féminiser ce métier là parce que il est plus dévalorisé, alors que auteur c'est la légitimité, c'est le masculin, c'est la bonne culture, c'est le créateur, et donc du coup ça c'est masculin. Et donc du coup moi je dis non, je suis autrice et féministe et mes BD sont cool, voilà. Et il y a tout un truc, c'est souvent et encore, il y a plein de choses qui sont en train de changer dans le milieu de la BD en ce moment, mais souvent je me retrouve en festival à côté d'auteurs d'un autre temps qui ont plein de préjugés, et qui d'ailleurs je suis souvent la seule fille dans la ligne de personnes qui dédicacent. Et d'ailleurs les gens qui font la queue pour mes dédicaces, c'est aussi que des meufs, alors que toutes les autres files c'est que des mecs. Vraiment, j'ai pris une photo à Angoulême l'année dernière parce que c'était vraiment une caricature. Et du coup il y a souvent ces petits échanges comme ça où voilà, t'es un peu, tu vois le préjugé se déconstruire sur la tête de la personne qui est en face de toi, parce qu'il est en mode ok. Et juste avant, vous l'avez entendu, nous écoutions Gilbert Montagné, les Sunlight des Tropiques, qui a fait plaisir à tout le monde en studio, à mes invités Louis Albi, Issa Yasuke, Sandra Nkake et Blanche Sava. Et justement, en fait, c'était une façon aussi d'introduire un peu le fait que la culture populaire, souvent, enfin tout ce qui est considéré comme faisant partie de la culture populaire, est moins bien vu. Pourquoi ? Mais par qui ? On en revient toujours à par qui. Si une chanson écrite par une belle personne, un bel humain, fait plaisir, fait du bien à d'autres, leur permet de chanter, de danser, de rêver, de se construire, de se projeter, il n'y a pas de problème en fait. Et justement, je reviens à ce qu'on disait, on parlait tout à l'heure de vulgarité. Aux origines du mot vulgaire, donc dont on a fait vraiment un défaut, c'est ce qui est commun ou ordinaire, le vulgaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de, justement tu l'évoquais Blanche tout à l'heure, de diffuser les connaissances, on parle de vulgarisation. Et en fait, on a l'impression vraiment que quelque chose qui est populaire, qui est répandu, etc., du coup ça va pas être bien, parce que ça permet pas de se distinguer en fait de la masse finalement. Tout à fait, c'est vraiment l'héritage de la monarchie et des privilèges. Parce que quand tu es dans ton milieu élitiste, tu es à part. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Donc effectivement, si tu te retrouves dans un monde où tout est partagé, ça le dévalue. Mais ça, c'est le principe même des actionnaires et du libéralisme. Enfin, tu vois, c'est tout d'un coup quelque chose qui n'a pas de valeur réelle humaine peut prendre une valeur marchande incroyable. Donc, encore une fois, ça dépend de qui parle, quoi. Louis, il se passe quoi quand on arrive dans le milieu de la musique, justement, parisien ou ailleurs, et qu'on sort d'une émission de télé-réalité, de quelque chose qui, justement, est assez populaire, en fait ? Il y a une image, télé-réalité, dire qu'on veut faire de la musique après, c'est toujours un peu mal vu. Surtout moi, mon année, c'était juste le lancement. Du coup, il y avait encore l'image de l'ancienne Star Academy,
où il montrait vraiment tout, et qui était vraiment hyper intrusive. Nous, ça a été beaucoup mieux fait, ça a été beaucoup plus tourné sur la musique, mais au niveau des radios, de tout ce monde de la musique, en fait, on n'est quand même pas pris au sérieux. Il faut sans cesse se prouver, et je sais que moi, j'ai beaucoup travaillé en très peu de temps parce qu'on m'a pas laissé beaucoup de temps pour sortir mon projet, etc. Et quand on faisait écouter le projet, la première chose que les gens disaient, c'était « Ah, mais c'est bien !» Et donc, je me disais « Ah, mais c'est parce que vu que je viens de la télé, que j'ai fait une émission de télé, je suis censée faire de la dub et faire une musique qui n'a pas d'émotion, qui ne raconte rien. » Et même au pire des cas, si j'avais fait ça, une musique hyper générique et qui plaît à tout le monde et où est le problème ? Où est le problème ? Je pense qu'on a tous quelque chose à apporter. On est tous légitimes de faire de la musique, de faire quoi que ce soit en général. Et c'est pas parce qu'on vient d'ici ou là-bas qu'on a plus de mérite en fait. Et moi, je trouve que je suis hyper méritant en fait d'être sorti de cette émission et de leur avoir dit non, je vais vous montrer ce dont je suis capable. Et j'ai cassé un peu leurs préjugés. Je suis contente d'avoir réussi à faire bouger tout ça. Est-ce que c'est grave, du coup, d'aimer le mainstream ? Justement, j'allais rebondir sur ce que tu dis, où parfois, il y a aussi un élitisme dans la contre-culture. C'est-à-dire qu'il faut aimer le truc que personne connaît. Il faut aimer le truc underground, qui n'a pas encore fait tant de streams que ça, ce petit artiste qui fait des concerts que à la Maroquinerie où il n'y a pas beaucoup de place. Et encore, la Maroquinerie, c'est déjà méga stylé, mais pas des gros Olympia et tout. Et des Olympia ou Bercy ou que sais-je, c'est vraiment des énormes salles. Et du coup, il y a un peu ce truc de quand on devient mainstream, quand on devient commercial, un peu on a vendu son âme et on n'est plus créatif, etc. Ce qui est hyper classiste, en fait. Et ça va être parfois des personnes qui se revendiquent de milieux justement hyper progressistes, hyper contre-culture underground, qui vont avoir ce préjugé vachement élitiste au final. Et je trouve que c'est difficile de se démarquer en disant je fais de l'art, et en fait c'est légitime de vouloir que son art soit partagé par le plus grand nombre. En fait, on aspire tous, j'imagine, à ce que, pour ma part, mon travail soit lu et pour vous, j'imagine, être écouté. Et donc, du coup, est-ce qu'on doit se justifier de ne pas être écouté par un petit groupe d'aficionados hyper fans ? C'est un peu bizarre, en fait, comme procès. Issa, une artiste de qualité, je crois, qui va réagir. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense que, tu sais, dans ce côté un peu niche, c'est cet artiste que personne ou peu de monde connaît. Il y a ce truc aussi, j'ai l'impression aussi qu'en fait, ce public-là, il s'identifie aussi à cet artiste qui finalement, il n'est pas encore trop dans la lumière, donc quelque part, il nous ressemble, tu vois, elle nous ressemble. Il y a quelque chose d'accessible un voilà, peu. Ouais. Tu vois, d'accessible. Là où, quand demain tu exploses, et effectivement les deniers vont avec, déjà, c'est une réalité quand même, je pense que ça change. Quand tu exploses, comme, je sais pas, un Jul par exemple, ta vie change. Et tu peux pas raconter la même chose. Tu vois, pour autant, tu vois, quand tu rappes, quand t'as faim, c'est pas la même chose que quand tu rappes et que t'es bien, t'es stable, t'es bien sûr, tu vois, c'est pas la même chose. Pour autant, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je déplore. Moi, c'est un truc qui me dérange quand tout à coup, le petit artiste, la petite artiste commence à péter, on dit ah ouais, ça y est, elle a changé, alors qu'il s'est encore rien passé. Je trouve que ça va très vite, doucement. Ouais. C'est important de juste d'écouter en fait la musique et de juger par la musique en fait. Surtout. Est-ce que, comme ça peut être mon cas quand il faut parler de cinéma avec des gens érudits en la matière, je le disais dans l'intro, moi c'est vraiment quelque chose qui me met super en inconfort parce que vraiment j'ai pas de référence, etc. Et j'essaie de m'enlever de cette honte parce que je sais qu'elle est conne et même, je sais pas, politiquement je l'ai analysée et tout, mais ça reste quand même. Est-ce que ça vous arrive quand même à des moments encore de vous sentir un peu intimidé sur certains domaines ? Non. En fait, je me dis qu'en fait, on a toute une vie justement pour découvrir et apprendre. Donc, c'est pas de l'intimidation. Justement, ça va plutôt titiller ma curiosité pour ma part. Est-ce qu'il y a des univers, du coup, où tu peux aller parfois et qui te mettent mal à l'aise de par, justement, l'attitude des gens qui ont l'air de se sentir supérieurement intelligents, supérieurement tout ? Je pense que si tu m'avais posé cette question des années avant, quand j'étais plus jeune et moins affirmée, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, j'ai pas non plus la même assurance. C'est pas des choses. Je me laisse pas intimider par qui que ce soit. J'ai du respect, évidemment, pour l'autre, mais
Je ne me laisse pas non plus intimider pour autant. Même des personnes que je respecte et que j'admire, tu vois, en plus, j'ai aussi ma posture aussi spirituelle, de croyante, donc qui fait que pour moi, en fait, il n'y a pas un être humain au-dessus. Qu'est-ce qui t'a fait avoir le déclic par rapport à ça ? Pour les jeunes auditeurs notamment qui nous écoutent et qui parfois peut-être ressentent cette gêne. En fait, je pense que c'est un cheminement. Je ne suis pas sûre que j'ai eu un déclic comme ça qui s'est fait instantanément. Je dirais que ça a été du cheminement. Tu sais, c'est à force de grandir et de se donner du love, de la valeur, du self-esteem. Et en fait, à force, juste, tu sais ce que tu vaux, tout en humilité, hein, évidemment, mais tu sais ce que tu vaux. Et c'est important, je pense, d'en avoir conscience. Et c'est pas grave si en face de toi, il y a la personne, elle sait peut-être plus de choses sur ce sujet-là, tant mieux. En fait, il faut même se nourrir. C'est aussi ça, la rencontre, l'échange. C'est se nourrir de ce que la personne sait que toi, tu ne sais pas. Et après, pousser la réflexion, pousser le sujet. En fait, c'est pas problématique pour moi. Moi, je me sens pas diminuée, en fait. Bien au contraire, je me dis, c'est intéressant, je vais creuser en rentrant. Blanche, toi, en tâtonnant entre plusieurs mondes, au final, parce qu'il y a à la fois l'art, il y a l'activisme, il y a aussi, quelque part, l'influence. Est-ce que ça t'arrive justement d'être dans des sphères où peut-être que tu vas être intimidée par les connaissances ou les codes même des autres ? Ouais, les codes surtout. Je pense notamment à l'influence parce que par mon nombre d'abonnés et l'influence que je peux avoir, on va me mettre dans cette catégorie que je refuse pas. Mais le genre d'événement auquel on a coutume d'inviter, ce qu'on a coutume d'appeler les influenceurs, influenceuses, ça va être des trucs un peu people, avec plein de journalistes, ou un peu mode, et c'est des milieux, que ce soit le journalisme, la mode ou l'univers un peu people, que je connais super mal, et je vais toujours avoir l'impression que tout le monde est 100 fois mieux habillé que moi, ou que tout le monde arrive et se claque la bise parce qu'ils se connaissent tous, et du coup c'est des événements où, à moins de connaître une ou deux personnes qui sont mes personnes sûres, où je sais que je vais passer une bonne soirée, je vais être assez rapidement mal à l'aise. Et après, j'ai un peu je suis un peu entre plusieurs sphères, comme tu disais, et du coup, je vais aussi naviguer dans des milieux sans forcément être tout le temps 100% à ma place dans le milieu. C'est-à-dire que je pense que le milieu où je me sens le mieux, c'est celui de l'activisme, justement parce que c'est aussi un groupe un peu patchwork. Et ça veut pas dire que... Enfin, je me sens aussi très intimidée quand je rencontre, quand tu disais, quand je rencontre des activistes qui ont un bagage militant qui est dingue et qui ont été sur des mobilisations de folie, et là, je vais me dire, waouh. Mais un peu en mode fangirl, quoi. J'ai trop envie de la rencontrer, trop envie d'être sa pote. Voilà. Et c'est là où je vais me sentir peut-être la plus moi-même. Et dans le milieu de la bande dessinée, ça va être sans doute pas assez militant, pas assez féministe pour moi. Et dans le milieu de l'influence, peut-être un peu trop people pour moi aussi, peut-être pas assez artistique du coup. Et en fait, il y a plein de petites parcelles de moi que je retrouve dans différents endroits où je me retrouve, mais je pense que c'est ce milieu-là dans lequel je vais me sentir pas très confortable. Sandra, toi, qui est aussi entre plusieurs pratiques artistiques, plusieurs milieux artistiques, est-ce que tu ressens cet effet patchwork aussi dont parle Blanche, de jamais être 100% adapté à un milieu, mais au final de se reconnaître soi en tant qu'individu dans une complémentarité ? Alors, du coup, j'entends plusieurs choses. J'ai l'impression que c'est plutôt l'autre ou les autres qui voudraient me faire sentir de l'inconfort parce que je ne me conforme pas à ce qu'ils aimeraient que je remplisse comme case. Et j'en remplis aucune et je fais pas exprès, mais c'est parce que je suis comme ça. Et que mon chemin de route m'a amené à la dissidence. Non, Par contre, moi, ce qui va me mettre mal à l'aise, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'intellectuel, qui est vraiment de l'ordre de la vibration, quelque chose que je vais ressentir de quelqu'un dans sa gestuelle, dans sa manière de regarder les gens et de parler. Les personnes qui me mettent mal à l'aise, c'est les personnes toxiques et les personnes violentes. Et en fait, ça appuie à un endroit de faiblesse chez moi qui m'a fallu du temps à comprendre, parce que quand on est victime de violences sexuelles dans l'enfance, et moi en l'occurrence c'est l'inceste, ce sont des traumas qui vous flinguent, et quand vous n'en mourrez pas, vous gardez des séquelles à vie, et donc ça infuse dans toutes les relations humaines, qui fait qu'on est en hypervigilance tout le temps. Et donc voilà, on apprend aussi à se créer une protection, une carapace. Et il se trouve que, en l'occurrence, moi j'ai eu la chance de rencontrer des personnes bienveillantes qui m'ont aussi tendu un miroir très très doux.
ce miroir-là m'a permis de grandir, d'embrasser une forme de douceur et de tendresse. Mais je pense que ça a aussi aiguisé ma sensibilité à la violence. Donc, par exemple, je suis hyper émotive, malgré l'apparence que j'ai. Donc, les gens vont imaginer que je suis hyper sûre de moi. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es forte! Pas du tout. Par contre, je me suis créée cette persona parce que le monde n'est pas adapté pour les personnes fragiles, ou en tout cas perçues comme fragiles. Dès lors que l'autre va te sentir en fragilité, il va vouloir t'écraser. C'est en tout cas comme ça qu'on a été socialement élevés. Mais du coup, les films violents, c'est dur pour moi. Les personnes qui se parlent mal entre elles, c'est hyper dur pour moi. Des fois, je me mets à pleurer quand je vois des parents qui parlent mal à leurs enfants. Mais vraiment, ça me coince le bide. Donc ça me met mal à l'aise. Mais par contre, un érudit sur tel ou tel sujet, ça va pas m'écraser. Soit ça va me rendre curieuse, soit je suis pas intéressée par le sujet, mais j'ai pas l'impression d'être moins que lui ou que elle. Et à l'inverse, je ne me sens pas, parce que voilà, on est créateur et créatrice ici, souvent on va nous dire « Ah, vous êtes artiste !» comme si on était sur un piédestal. Non, je suis une personne normale. Le matin, quand je me réveille, j'ai la tête dans le fiac. J'ai des complexités comme tout le monde. Et pour moi, la caissière qui travaille dans le supermarché en bas de chez moi, elle n'est pas moins importante que le président de la République. Complètement. Tu vois, c'est genre... voilà. Et nous sommes sur la fin de ce tunnel. Je le déplore, mais il nous reste quand même une bonne vingtaine de minutes, donc restez connectés. Je suis toujours avec Issa Yasuke, Sandra Nkake, Blanche Saba et Louis Albi pour parler de la culture et plus largement de ce qui est le bon goût, de ce qu'on nous impose comme connaissance légitime. Et les discussions qu'on a pu avoir m'ont fait naître une question qui, je pense, centralise un peu pas mal de questions, mais on n'est pas venu sur cet angle. Qui est-ce qui décide, en fait, de ce qui est vulgaire, de ce qui est bof, de ce qui est bête, de ce qui est normie, c'est-à-dire pas assez pointu? Qui décide de ça? Les hautes sphères, j'imagine. En tout cas, ça vient pas d'en bas. C'est sûr. Ça se bagarre avec le mainstream, je trouve. Genre, ce qu'on a vu avec Aya au JO, c'était d'un côté des gros réacs qui voulaient pas du tout accepter son vocabulaire, et de l'autre côté, en fait, la validation juste parce que c'est l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Et il y a un peu moi je le vois comme ça, un peu genre une tension entre tu peux m'ignorer avec ton élitisme à la con jusqu'à ce que les chiffres je batte tous les records. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a un peu un truc comme ça de s'imposer. Mais bon, comme d'habitude... Même avec les chiffres, ça a mis du temps. Quand même, oui, de ouf. Parce qu'elle était vraiment adoubée aussi à l'international, qui a fait qu'au bout d'un moment, arrêtez de faire semblant. Ouais, c'est ça. Ça commence à se voir, là. Vraiment, c'est... Et puis, il faut ça pour qu'on t'entende. Genre, il faut battre les 100 000 records qu'elle a battus, quoi. Mais surtout qu'Aya, c'est un bon exemple aussi, parce qu'Aya, en fait, elle fait de la chanson. Mais comme elle est noire, on va toujours dire c'est des musiques urbaines. Limite, elle va être classée dans le rap. Mais c'est ce qu'elle rappe pas du tout. Elle rappe absolument pas. Pas du tout. Enfin, je veux dire, elle rappe pas plus qu'une, je sais pas, Iliona, Jani, enfin toutes ces chanteuses. C'est pas plus. C'est juste qu'elle est noire, vraiment. Ouais, moi, au début, on m'avait dit tu connais pas Aya et tout, c'est une rappeuse. J'ai écouté, c'était trop pas du rap. Non, parce qu'il y a cette catégorie qui existe sur Spotify, la catégorie musique urbaine. Mais en fait, c'est juste, c'est comme musique du monde. Aïe. Je sais pas si. Comme disait Issa tout à l'heure, on est fatigué. De quel monde tu parles? Car nous, à Paris, on n'est pas dans le monde, c'est bien connu. Tout est de la musique du monde dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, oui. Ça n'a pas de sens. Non, c'est Paris. C'est de créer une case pour les personnes qui sont à la marge et qui sont identifiées comme n'étant pas originaires de l'endroit où elles s'expriment, mais qui décident de ça, c'est les personnes qui ont le pouvoir de parler, le pouvoir de s'exprimer, qui ont des tribunes, qui ont des espaces pour amplifier leur voix. Toi, t'es bon qu'à planer, ouais, je sens ta sème, j'ai la boca. Entre nous, y a un fossé. Toi, t'es bon qu'à faire la mala. Bébé, fais du sale. Allô, allô, allô. Aya, I love you. Je me suis entendu dire, ah quoi, tu aimes Aya, mais c'est vulgaire. Eh ben, ouais, si tu veux. Eh ben, si c'est vulgaire, alors moi aussi je suis vulgaire, on est toutes vulgaires pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Qui décide, c'est toujours on en revient à la
à la même question, quoi. D'où on parle et qu'est-ce qu'on veut dire. En fait, c'est quoi notre intention de geste collectif pour créer une société? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut continuer à perpétuer un monde classiste vertical, ou est-ce qu'on a envie de créer un monde horizontal, bienveillant et à l'écoute les uns les unes des autres? Mais l'argument en plus des gens sur Aya, c'était toujours oui, mais ce qu'elle dit en fait, c'est hyper simple, c'est trop nul. Et les gens des fois disent ça sur des livres, sur des trucs. Et en fait, on dirait que en fait leur avis, la question c'est pourquoi. Peut le faire, mais pourquoi on écoute leur avis en fait? C'est ça le problème. Pourquoi ils l'imposent? Ouais. Qu'ils se taisent. Tu vois, moi je reviens sur mon. Enfin, qui elles se taisent, parce qu'il y a aussi des femmes. C'est vrai. Malheureusement. Je reviens sur mes marottes de BD et de féminisme, mais un autre exemple. Relou, putain. Mais pas du tout. Un autre exemple, c'est Pénélope Bagieux, qui a rendu la BD féministe bankable. Alors que de base, on pensait que la BD féministe, c'était un micro-sujet de niche qui n'était pas vendeur et on en sortait une par an. Et elle, avec Les Culottés, pareil, elle a battu tous les records. Elle a des records de vente qui sont fabuleux. Et elle a eu un Eisner Award, qui est l'un des prix les plus prestigieux de la bande dessinée aux US. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Elle habitait aux USA à ce moment-là. Mais en fait, il y a eu la reconnaissance institutionnelle et à l'étranger d'abord. Et ensuite, maintenant, en France, et heureusement, elle a la carrière de la queen qu'elle pense être, en fait. Et c'est complètement normal. Mais je le sens, parce que moi, je suis arrivée dans la BD bien après elle. Et je sens que pour nous, il y avait un boulevard parce qu'elle était passée par là. Et parce qu'elle avait, genre, foutu le pied dans la porte avec ses centaines de milliers d'exemplaires vendus. Et ça, c'est venu, en fait, légitimer un truc qui l'était pas parce qu'il y a eu les records des ventes. Et là, il y a un peu une espèce de tension bizarre, encore une fois, entre se servir du capitalisme, quelque part, pour faire progresser des idées qui n'auraient pas droit de citer par ailleurs, parce qu'en fait, on a parlé leur langage. C'est-à-dire que le langage de « je peux faire du business », ça, tout d'un coup, on a envie de diffuser des idées féministes, tu vois. Voilà, c'est tout. Non, mais ça, c'est toujours la question même de tout ce qui est politique / militant par rapport au truc pop, et c'est les débats qu'on a éternellement quant à la diffusion d'idées politiques ou militantes. Est-ce qu'il faut les adoucir pour leur permettre de devenir un peu mainstream, mais du coup réussir à avoir des plateformes où on peut les exprimer, ou est-ce qu'on reste dans quelque chose d'extrêmement précis et pointu, quitte à se couper un peu du grand public? Et ça, je crois que c'est un débat qui est jamais vraiment résolu. Si je puis me permettre, ce n'est pas nous qui nous coupons du débat public. C'est les personnes qui ont des micros qui arrêtent de nous l'étendre. Je pense que entre ce qu'on a à dire et les oreilles qui sont prêtes à les entendre, le problème, c'est ni là-bas ni là, c'est au milieu. La diffusion. C'est un problème de diffusion. Mais on peut jamais se servir du capitalisme. C'est toujours dans l'autre sens que ça se passe. Ils nous mangent, ils nous écrasent, et c'est un je vais dire un gros mot, c'est un putain de leurre, parce qu'on nous fait croire que peut-être on pourrait le contourner en utilisant ces armes. En fait, ils nous mangent de l'intérieur, ils nous phagocytent, c'est horrible. Après, il y a plusieurs formes de féminisme, il n'y a pas une forme de féminisme. Et est-ce qu'il faut gommer son message? Je n'ai pas la réponse à ça. Moi, je dirais que non. Je pense que plus on est proche de ses convictions, le mieux le message qu'on a envie de faire passer passera. Ce qui ne veut pas dire vouloir donner des leçons aux autres. La question, elle n'est pas là. Moi, je me pose la question de pourquoi je fais de la musique, pourquoi je suis artiste, et pourquoi en 2 mots. Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux créer? Tu arrives à trouver des réponses? J'ai pas des réponses, j'ai une réponse pour moi. Ma réponse, c'est si je décide de chanter en dehors de chez moi, c'est-à-dire de ne pas chanter dans ma salle de bain, dans mon studio, chanter comme je chante tous les jours, c'est-à-dire tout le temps, partout. À partir du moment où je fais un geste qui est en direction des autres, il faut que ça ait un sens. Il faut que j'ai envie que ça crée de la vibration et que ça crée une discussion. Si c'est pas pour ça, mais juste tais-toi, quoi. C'est à moi que je parle, hein, pardon. Ouais, tu veux que ça ait du sens? Que ça ait du sens pour moi. Est-ce que ça va être un sens qui va être lisible pour les autres? Je ne sais pas. Mais je pense que si c'est lisible pour toi, ça peut le devenir pour les autres. Donc voilà, je ne dis pas aux gens ce qu'ils devraient faire. Par contre, j'essaye de me dire, venez, on discute et on se propose des points de vue différents. Ils peuvent même être contradictoires. Ils peuvent même être très, très, très opposés, très, très, très contraires.
Mais par contre, la discussion, c'est ça qui fait qu'on fait communauté. Ouais. Louis, toi, tu avais utilisé aussi ton art et ta notoriété dès le début pour porter quand même des messages engagés. J'ai lu un petit article là-dessus qui en parlait. C'est ça, j'ai parlé directement de ma sexualité, etc. Je trouvais que c'était hyper important d'en parler à la télé, sur Heure de Grande Écoute. Et j'ai eu la chance, grâce à Yanis Marshall, qui était professeur de danse dans mon année, qui est incroyable danseur de Heels. Il est incroyable. Mais qui a fait danser, du coup, tous les garçons de la promotion en talons. Il y en avait un qui avait refusé, d'ailleurs, je sais plus. Ouais. Bon, on va pas le changer. C'est dur en même temps de danser en talons. C'est déjà un marché. Ça dépend pour qui. Pourquoi ça avait été important pour toi ? En fait, je trouvais ça hyper important de montrer que ça existait, en fait, que c'était une partie de la population et qu'on existe et que je représente pas les gays, je représente une catégorie, je me représente même pas une catégorie, je me représente moi. Je suis là pour montrer que j'existe et qu'on a tous notre personnalité, notre truc à apporter et de montrer la diversité en fait de l'humain en général. Je trouve que c'est hyper important de pas montrer juste sur un plateau une fille qui va chanter une chanson triste parce que ça va faire pleurer les petites mamies et le garçon qui joue les BG et qui va chanter une chanson pop. Je trouve que c'est important de montrer qu'on a tous une identité, on a tous quelque chose à donner. Et du coup, dès qu'on m'a proposé ça, j'ai fait mais let's go, je vais danser, je vais chanter et ça va être incroyable. Et c'est un super souvenir et je sais que j'en garde des lettres et des lettres, des messages aussi incroyables de gens de toutes les générations qui me disent mais putain merci en fait de nous visibiliser grâce à toi le fait d'avoir parlé ouvertement de ma sexualité en fait ça a ouvert le débat dans les foyers ruraux ou de cités un peu partout en fait en France et même dans la francophonie en général et il y a plein de gens qui ont pu aborder ces sujets-là. Et je trouve que c'est hyper important, du coup, de rester soi à 100% pour ouvrir le dialogue chez les gens. Je pense qu'on est toujours entendu, et même si on peut aider une personne en étant soi, c'est hyper important. C'est hyper important, du coup, de s'assumer, de se revendiquer tel qu'on est pour apporter aux autres, en fait. Mais surtout, en plus, ce qui avait été fort dans cette saison, c'est qu'il y avait plusieurs hommes qui incarnaient, en fait, des identités gays, et qui, justement, il n'y avait pas... le mec homosexuel de service dans le truc qui va en fait être le représentant de toute une communauté. C'était justement aussi montrer la diversité et je crois que vous avez fait partie du quotidien de plein de Français pendant des mois. C'est ça qui est bien aussi, c'est montrer la pluralité des gens en fait. Il n'y a pas un archétype qui est le bon, qui est le mauvais. Il y a autant de personnalités qu'il y a d'humains sur Terre. Et il y a autant de cultures que d'humains sur Terre. Et il n'y en a pas de meilleures ou de moins bonnes. Est-ce que là, pour le monde de la musique, on peut espérer qu'il y ait cette dictature, justement, du bon goût, de ce qui est accepté par les personnes qui ont le micro et le capitalisme, la dictature qu'ils peuvent exercer de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est acceptable et tout change, ou là, pour l'instant, il n'y a pas trop d'espoir? Je me souviens d'un virage, d'ailleurs, au niveau du rap, à un moment où le rap n'était pas encore... le style très largement accepté que c'était, où il y avait plein de petites chanteuses qui reprenaient des chansons rap, mais à la sauce douce. À la sauce douce. Et là, ça passait. Aigre douce. Et là, ça passait. Oui. Eh bien, après, en soi, moi, j'ai rien. En tout cas, je me souviens que ça avait fait quand même parler. En fait, moi, ça me posait pas de problème. C'était pas elle le souci. En fait, absolument pas. C'est juste comment c'est perçu en fonction de qui chante cette chanson. En fait, c'est plus ça, en fait, qui est intéressant à analyser. Et c'est ton tour. Sandra Nkake, Lose Control, sur Mauve. I'm traveling light to see the dawn. I wanna float to brand new shores. I don't wanna stay here on my own. I've been swimming through rivers of bodies shaking
oblivion. Can't you see me coming? Oh, I wanna leave this place, and I don't wanna stay here. No, I don't belong here. Further beyond the streams of light, I wanna go. I want to leave this place. Oh, and roam where no one has gone before, to this new place and lose control. Nothing can stop me now. No one can bring me down. I hardly touch the ground. My dreams came true. Nothing can stop me now. No one can bring me down. I hardly touch the ground. My dreams came true. You know my dreams came true. Nothing can stop me now. No one can bring me down. I hardly touch the ground. My dreams came true. C'était Sandra Nkake sur Move. 19h21h. Tunnel, le bruit et l'humeur. Anna Toumazov. Et il est 21h, donc je suis déjà en retard pour rendre l'antenne, mais on va quand même se dire au revoir. Au revoir Louis, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et sur les scène? réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Sur scène, je sors juste de tourner, donc c'est la petite pause. Et vous pouvez écouter mon album Pleurer de joie, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles musiques et de nouveaux projets. Merci beaucoup Louis. Sandra, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux et sur scène? Oui, sur Instagram, sur Facebook, sur mon site internet. Et le 15 octobre à Lausanne, le 17 octobre à Amiens. Puis enfin, toutes mes dates sont sur mon site internet, donc n'hésitez pas. Voilà, Scars est toujours sur la route. Merci beaucoup Sandra. Merci à vous. Issa, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux et sur scène? Sur les réseaux, principalement sur Insta. Ma prochaine date, déjà 19 décembre, maroquinerie. Je sais que j'en ai d'autres avant, mais quand même celle-là, j'ai Très bien Blanche, elle a dit les maroquineries. On aime les maroquineries. Niche. Après, ce sera l'Olympia, mais commençons par la maroquinerie. Voilà. Merci. Béou d'une vie aussi, mon album qui sort le 15 novembre. Voilà. Et une petite surprise qui arrive le 18 octobre, j'en dis pas plus. Eh bien, merci beaucoup Issa. Blanche, enfin. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram et sur scène? Sur scène, sur Instagram, sur La Nuit Remue Paris, pour suivre mes projets et mon militantisme. Et je serai au Festival Matin le 5 octobre pour reprendre les dédicaces. Je n'en ai pas fait depuis la fin de ma tournée de dédicaces en mai. Donc voilà, je me remets le pied à l'étrier. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté l'émission que vous pouvez, je vous le rappelle, retrouver en replay partout. Vous savez, je l'ai répété plusieurs fois pendant l'émission. Merci à mes invités. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et vous et moi, on se retrouve sur Move semaine prochaine, même heure, 19h, 21h. 21h, c'était Tunnel. Salut.